Je démarre. Donc, disons que je veux minimiser une fonction quadratique que je peux écrire sous la forme x transposé fois une matrice A fois x. X, donc dans le monde des matrices 2 fois 2, ça revient à quoi? Si vous voulez. Ça c'est x transposé. Donc je démarre avec des choses hyper faciles. Mais il est important d'avoir les choses claires. X transpose c'est un vecteur, d'accord? Ma matrice A, elle est de cette taille-là. Ça peut être comme ça, vous comprenez? Donc n fois n, la matrice X, A, c'est n fois n. Donc je vais l'écrire comme ça. Je m'excuse pour le niveau graphique des années 70. Ok, donc A, c'est une matrice carrée, d'accord? N fois n. Je mets A ici. Et le vecteur X, le vecteur colonne, pour que les choses soient claires, ça c'est X, comme vecteur colonne. Quand je dis vecteur colonne, ça veut dire que je l'ai là, d'accord? D'accord, on est d'accord. Ok. Ce que je disais la dernière fois, pour quand A, la matrice Hessienne, c'est 2 fois A, si vous voulez. Donc ce problème, il est convexe et admet une seule solution optimale. Si A est définie positive. Donc, je vais écrire A égale à SDP, ça veut dire semi-positif défini. Si A c'est SDP, je peux avoir plusieurs valeurs optimales. Et si A est DP, je vais écrire comme ça, si A est DP, positif défini, alors, pardon? Oui, on a une seule valeur optimale. D'accord? Pour que A soit DP, il faut que la plus petite valeur propre soit supérieure à 0. Donc, aujourd'hui, je vais minimiser une fonction de ce type-là. Donc, qu'est-ce que ça donne si A c'est la matrice identité? Si A c'est IN, ça me donne quoi cette fonction? X transpose X. Oui, et X transpose X égale à X1 au carré, d'accord, plus X2 au carré, plus jusqu'à Xn au carré, d'accord. Donc, on a dit la dernière fois, ok, pour des raisons pédagogiques, je minimise cette fonction-là, mais on l'a dit la dernière fois, la valeur minimale, c'est là où le gradient s'annule. Et pour annuler le gradient, c'est 2A, si vous voulez. 2AX, pardon, c'est ça le gradient. Donc, A, si A c'est une matrice positive définie, ça veut dire que la plus petite valeur propre c'est supérieur à 0. C'est aussi une matrice avec un déterminant positif. Donc si je veux avoir 2AX égale 0 et la matrice A bon, c'est des questions d'algèbre si vous voulez. J'ai AX égale 0. Si la matrice A est positive définie, oui, c'est une application linéaire, mais si A est invertible, le système AX égale 0 admet une seule solution, X égale 0, si A est invertible. Et une matrice positive définie est invertible parce que toutes les valeurs positives
propres sont positives et le déterminant c'est le produit des valeurs propres. Bon, même si c'est un peu flou tout ça, juste pour vous dire que ce problème-là que je veux résoudre, la solution optimale c'est x égale 0. Donc, je veux voir comment mes algorithmes arrivent à converger vers 0 pédagogiquement. C'est mieux de comprendre sur ce cas de figure comment ça marche la chose. Là, je suis sur un fichier .jl parce que j'introduis sur le langage Julia. À mon avis, il ressemble le plus à MATLAB. Il ressemble beaucoup à MATLAB, mais il s'est inspiré de beaucoup de choses. Il a mélangé beaucoup de choses. C'est un langage de plus en plus utilisé, même si à titre strictement perso, je l'aime pas trop parce qu'ils disent que c'est hyper efficace. Ils disent que c'est assez efficace que le C. Julia. Ils disent. Je sais pas, bon. En plus, j'enregistre ça. Qui dit ça? Je sais pas. Il est vendu comme un langage. Il essaye de le vendre comme un langage à la fois facile à utiliser, contrairement au langage de type C, C++, mais aussi très rapide si on le... Donc on va aussi évaluer certaines questions d'efficacité sur Julia, mais je peux comparer avec vos implémentations, si vous avez le temps, on peut comparer plusieurs langages. Mais bon, j'essaie de résoudre ça avec Julia. Vous connaissez rien sur Julia? Peut-être? Si? Cool. Donc, c'est vrai que démarrer c'est pas compliqué parce qu'on n'a pas besoin d'écrire par exemple une fonction. Ça c'est commentaire. J'ai mis tout en commentaire avec ça. À côté, j'ai une console Julia ici. Une jolie console. Admettons. Donc comment faire pour que vous puissiez voir? Je la mets ici. Je peux la mettre ici. Et mon fichier il est là. Okay. Si j'écris regardez 3 fois 3, ça m'a généré quoi? Ça m'a généré une matrice aléatoire 3 fois 3. Donc j'aurais pu écrire A égale ça. Donc c'est comme ça que je génère une matrice aléatoire 3 fois 3. Et avec une idée inspirée de MATLAB, je pense, si vous mettez point virgule à la fin, il affiche rien. Si vous ne mettez pas le point virgule, il affiche le résultat. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux d'abord mettre n égale, je commence avec un truc en 2 dimensions, un truc très très simple. En 2 dimensions. Pour voir comment le gradient va fonctionner, d'accord? Par la suite, je vais dire que ma matrice A, c'est rand de n virgule n. D'accord? Le problème, A doit être symétrique. D'abord, comment on fait pour rendre A symétrique? A plus A transpose. Je travaille qu'avec des matrices asymétriques ici parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. C'est dans le contexte du quadratique. Donc, je vais dire par la suite A égale A plus A transpose l'apostrophe simple cote sur 2. D'accord? Bon. Problème. A n'est pas une matrice aléatoire, elle est très souvent pas positive définie. La dernière fois, j'ai donné une idée pour la rendre positive définie. Vous vous rappelez, on ajoutait sur la diagonale quelque chose. Oui, pour être sûr que chaque valeur sur la diagonale est la plus grande que la somme des autres valeurs en valeur absolue sur la ligne. Bon, ok. Je préfère vous donner une autre idée. Comment je peux générer une matrice positive définie? Une matrice positive définie à partir d'une matrice quelconque. La technique la plus connue, c'est de dire dans quel... Pardon? On peut utiliser des valeurs en random sur la diagonale et ensuite faire un random aussi sur une matrice et multiplier transposer cette matrice. Ah oui. On peut générer comme ça. Les valeurs propres. Ouais. Les valeurs propres. Ouais. On peut faire ça. Mais je présente une méthode une technique encore plus populaire.
Qu'est-ce que se passe avec une matrice A? Qu'est-ce que se passe avec sa valeur, la plus petite valeur propre? Si je fais A égale A plus IN, qu'est-ce que se passe avec la plus petite valeur propre de A? Et, bon, qu'est-ce que se passe? On ajoute 1. Pourquoi? Parce que si le vecteur propre associé à la plus petite valeur propre c'est V, j'appelle val, ça c'est la valeur, égale A fois vec. Donc je parle de la plus petite valeur propre val. Excusez-moi, val, c'est ça la définition d'une valeur propre. Val fois vec, d'accord? Si j'ai un vecteur propre vec, de valeur propre val, ça veut dire que A fois vec, c'est val fois vec. D'accord? Disons que je considère avec cette notation la plus petite valeur propre est son vecteur associé. Si je remplace par la suite, je fais le même calcul, mais au lieu de A, j'ajoute A plus I. Du coup, ça va me donner, excusez-moi, ici je dois calculer la valeur, ici, je me pose ça comme question. Quelle sera la valeur propre associée avec? Je développe ce calcul-là. C'est A fois vec, d'accord, plus I fois vec. A fois vec, c'est grâce à ça, val fois vec, plus I fois vec, c'est vec. Parce que I, c'est l'identité. Donc, du coup, ça me donne val plus 1 fois vec. Donc, la valeur propre a augmenté d'une unité. Donc, si je m'amuse à écrire... si je m'amuse ici à écrire A égale A plus IN, pardon. Désolé pour la coloration qui ne fonctionne pas trop. Comme ça. Si je fais ça, j'augmente la valeur propre minimale d'une unité. Mais, qu'est-ce que je veux? Je veux rendre la matrice d'épée. Je vais multiplier IN avec quelque chose pour être sûr que le résultat sera une matrice d'épée. Est-ce que vous auriez l'intuition là, sur le coup, j'augmente de combien? IN fois quoi? La plus petite valeur de donc, oui. L'avantage de Julia Eigmin de A, j'ai la plus petite valeur propre de A. Attention, admettons, imaginons, si la plus petite valeur c'est moins 7, j'ajoute... oui, mais j'écris comme ça, parce que je mets moins 7, parce que d'habitude, A, ça va pas être d'épée. La plus petite valeur propre va être un truc genre moins 9. Donc ici, moins 9, c'est plus. Ça revient à ajouter 9i. Donc si je fais ça, la matrice... Ok, on fait ça d'abord, pour s'habituer avec le langage. Et après, si je mets point virgule, il affiche rien. Et ici, si je mets Eigmin de A, si mes calculs sont corrects, il va afficher combien? 0, si mes calculs sont corrects. Dans la console Julia, j'écris include. Ici, vous pouvez utiliser dans la console la tabulation, c'est très bien fait, à vrai dire. La console, il y a plusieurs caractéristiques. Le langage, il est très bien fait. C'est vrai, c'est très facile d'utilisation. J'écris LI. Tabulation, il m'a écrit le nom du fichier comme une vraie console. Problème. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est la console. REPL, c'est un acronyme pour dire la console. Ici, c'est pas moi. Bon, LiveJL à la ligne 16. LiveJL, c'est mon fichier. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, déjà, c'est pas plus facile que ça. Tac, j'affiche le numéro de ligne. Ah, mais ça c'est un truc que j'ai tapé moi pour expliquer, d'accord? Ok. Après, peut-être qu'il connaît pas IN, je sais plus.
Il faut inclure quelque chose pour IN. Bon, s'il s'est débrouillé, c'est parce que je l'avais inclus auparavant. Mais pour des raisons pédagogiques, je vous embête pas avec les bibliothèques là. Ça, vous comprenez ça. Et puissance moins 16, c'est 0. D'accord? Bon, moi je veux que ma matrice soit strictement positive définie. Donc, je vais dire positive définie, pardonnez-moi. Donc, ce que je propose, j'ajoute 3 fois IN par exemple. Comme ça, la valeur propre la plus petite sera au minimum 3. Voilà, comme ça c'est clair, c'est 3. Donc là, il génère à chaque fois un truc, d'accord? Bon, après, je me permets d'ajouter une fonction. On écrit function get gradient. Si je veux l'évaluation du gradient dans un... c'est ça la syntaxe. Si je veux l'évaluation du gradient dans un point x, le gradient de cette fonction-là, on a dit, c'est 2 fois a, d'accord? Donc ici, 2ax. C'est ça, le gradient. On a parlé ici de ça. Le gradient, alors, return 2 fois a fois x. Le gradient. Ok. Par la suite, je vais faire une fonction qui exécute la descente. Function descente de gradient. Je peux lui donner le pas. Et peut-être un nombre max itération. Je l'appelle max iter. Qu'est-ce qu'elle fait la descente de gradient? Oui? Question? Déjà? Oui, dis-moi. Ça, je l'enlève. Ça, je mets point virgule. Okay. Elle va faire 2 fois n. 2 fois la matrice. Pardon? C'est qui va faire 2 fois la matrice pour le point actuel. Oui, ça c'est le gradient, mais oui, x c'est le point actuel, oui. La descente, elle va faire le x, il va faire moins le résultat. C'est ça, oui. Mais pour coder la chose, il faut se poser quelques questions très terre à terre, plus exactement. Un point de départ. Un point de départ. Comment je génère un truc aléatoire? Je peux utiliser toujours rand. Oui, c'est ça. Parce que moi, je veux un vecteur. Donc, je pense que je peux démarrer avec x égale rand. Une colonne. Une colonne, donc n. Ligne. Un point de départ aléatoire, admettons. Ok. Après, je m'amuse à faire for les itérations. For iter. En MATLAB, vous écrivez égal. Ici, vous mettez in. 1. De 1 à maxiter. And, qu'est-ce qu'on fait ici? Je récupère le gradient dans le point X. Oui, donc d'abord je le récupère, oui. Je récupère le gradient dans le point X. Après, on va faire X égale X, ce que vous avez dit, moins le pas, oui, le pas fois G. Ok. Ok, c'est pas plus complexe que ça. Par la suite, je vais lui donner une condition d'arrêt. Je vais dire if la norme de G est plus petite que une très petite valeur, je mets ça. Break. Je peux aussi dire println gradient presque 0. D'accord? Cool. Ok. Mais disons que je veux afficher mes x. Ok. Dites-moi s'il y a quelque chose. Mais on peut enregistrer à chaque fois les x. Oui, mais je peux aussi les afficher. Ah, oui, mais ce qu'on peut faire une liste et comme ça on affiche juste à la fin. Oui, on peut faire ça. Donc par exemple, si on veut afficher qu'à la fin, ici, println, solution finale, 2 points, virgule
X. Et il se débrouille. Ici, je peux dire... ici, je vais écrire solution, itération, virgule, itère, virgule, machin. Ça, c'est, d'accord, la solution à l'itération courante. Hein. C'est une fonction. OK? Il a compris. Et là, ici, j'appelle la fonction. Donc, je suis dans un monde de 2 x 2, descente. Je lui donne un pas 0,1, par exemple, ou 0,01. Et au maximum, pas plus que ça, comme itération. Et je croise les doigts. Parce que lorsqu'on exécute un programme pour la toute première fois, vous savez, des surprises, j'en ai vu beaucoup. Donc, on regarde. Voilà. Apparemment, il est allé quand même, il a fait toutes les itérations, mais il finit ici avec un truc, avec des zéros. 0, 0, 0, moche. Ouais. Donc, bon. Je fais comme ça. Mais quand même, il démarre de 0,7, 0,5, vous comprenez, ça a l'air de diminuer. Je connais pas non plus la forme de A. A, c'est ça quand même, donc, non. C'est pas... Je redémarre la chose. Il démarre avec une autre graine aléatoire. Donc, ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne multiplie pas la norme de G par le pas pour la condition de sortie? On pourrait, pour la condition. On regarde toujours en fait l'écart entre le niveau X et l'ancien X. Donc on peut arrêter la chose soit par rapport à l'écart. Donc en fait, si je fais ça, je calcule la norme de l'écart. Oui, je peux l'arrêter si l'écart. Si je fais ça, je calcule la norme du gradient. Donc les deux conditions sont plus ou moins équivalentes. Pas forcément, puisque si on multiplie par le pas, on va plus vite s'arrêter, étant donné que le résultat sera plus élevé si à chaque fois. Ok, oui, vous avez raison, oui, très bien. Donc comme ça, il se... Oui. 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 Mais je pense que vous avez bien compris. Le gradient 0, en théorie, c'est bon, on est là. Si le gradient est presque 0, on est là. Ou bien si le pas, qui est déterminé par le gradient, si xn moins 1, c'est presque 0. C'est ça. Voilà. Okay. Je donne un pas plus grand. Mais c'est risqué. Parce qu'en plusieurs dimensions, quand même, ça peut... voilà, il est quand même allé plus vite comme ça, avec un pas plus grand. Il s'est arrêté après 10 itérations. Mais si je m'amuse à lui donner un pas gigantesque, c'est pas, je lui donne 10 000 comme pas, vous comprenez en fait, toute la logique de la descente se perd, parce qu'à chaque fois, il va aller très 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 trop loin sur la longueur du gradient, sur la direction du gradient. Du coup, il va sauter de l'autre côté de la valeur optimale, si je peux dire comme ça, et ça va aller, c'est un truc, ça génère un truc, c'est un truc de fou, pardonnez-moi l'expression, comme il va faire. Regardez. Donc, finalement, il a fini avec des choses trop grandes, mais là, juste avant d'afficher not a number, il était à un truc puissance 303. Parce que vous comprenez, il saute trop loin dès à la première itération ça va, mais vous comprenez, il saute très loin. Donc là, bon, voilà, apparemment il converge très vite avec ça. Et on voit très bien, je pense que c'est relativement clair comment ça avance. Ok.
Pourquoi je fais ça? Pour savoir comment le programme va réagir lorsque je passe en plusieurs dimensions. Donc, avec beaucoup de précautions, j'augmente n à 10. Et on va voir si le truc continue à fonctionner. 0,1, je pense que c'est risqué. Laissez-moi mettre 0,01 quand donné à 10 dimensions. Parce que c'est ça l'avantage. Ce que je viens de présenter, ça fonctionne pareil, quel que soit le nombre de dimensions. Apparemment, il arrive à converger plus ou moins, d'accord? J'augmente ça, 0,7, 0,07. Facile à retenir. Voilà, il arrive. 0,07, ça tombe bien. En 20 itérations, il arrive. J'augmente n. Par contre, je comprends pas. Ah non, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas rechargé le fichier. Il est resté toujours dans le monde 2x2. Corrigez-moi, parce que c'est pour ça que son x, il y a deux valeurs dans son x. Parce qu'il faut réimporter le fichier. C'est ça. Oui. Je réimporte le fichier et je redémarre. Et voilà, même ça, il arrive à s'en sortir, mais il y a 10 valeurs ici, d'accord? Si vous voulez ne pas avoir besoin de réimporter le fichier, je copie ça, je copie l'appel, je le mets à la fin du programme, d'accord? Je le mets ici, et là il s'exécute. Là il suffit, là si je l'inclus, vous me suivez? Si je l'inclus, il exécute. D'accord? Il exécute ça. Je passe à n égale 100. Et on croise les doigts. Il aura beaucoup de choses à afficher. Je ne sais pas comment il va réagir. Ah voilà, le pas il est trop élevé. Ça ne converge pas. Je diminue le pas à 0,01. Ah, là, il a l'air de converger avec 0,01, d'accord? J'augmente le n et je passe à 1000. Quand même. Une matrice 1000 fois 1000. Apparemment, il n'a pas convergé. Donc, je passe à 0,01. Bon. Là, avec ça, c'est crédible. Ça va vers la convergence. Ça se rapproche de 0. Après, ce qui est sympa avec Julia, c'est beaucoup de... Ils ont produit beaucoup d'outils pour analyser le code. Donc là, ce que je peux faire, je me pose la question suivante. Où est-ce qu'il passe le plus de temps, ce code? Dans la boucle pour appliquer le gradient. Oui, peut-être. Mais je vous présente un outil que vous connaissez peut-être pas. Si vous tapez sur Julia time devant include, il va l'exécuter. Il m'a donné ça. D'accord. Il y a un outil, Profile Viewer. Je l'appelle Prof View. Regardez ce qu'il fait ça. C'est un truc qui pourrait être utile dans tous les langages. Je démarre la chose. Il m'a sorti sur Bazar. Qu'est-ce que c'est ici? C'est la pile d'appel. Oui, pour que les choses soient plus claires, j'appelle la descente. Oui, je mets l'appel de la fonction directement. Okay. Et là, c'est plus clair parce que tout à l'heure, l'inclusion du fichier produisait des choses bizarres. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Ici, en rouge, c'est boot.jl. On s'en fiche, c'est des trucs à lui. Ça, c'est descente. Descente, vous voyez, à la ligne 15, c'est à la ligne 15 qu'il passe beaucoup de temps. Et ici, c'est pas la même nuance de rouge. Il passe du temps aussi à la ligne 23. Je ne sais pas si vous suivez ça. Ouais. Et puis, en gros, plus c'est en bas, plus il passe du temps. Non. Plus, c'est
plus je suis vers le bas, plus je suis vers l'appel de fonction qui imbrique d'autres. D'accord. Donc, C'est la vraie question du code, en fait. Oui, ça c'est descente, la fonction descente à la ligne 15 et ça descente à la ligne 23. J'explique tout de suite. Mais je ne sais pas si vous avez déjà l'intuition qui vient aussi avec l'expérience. Où est-ce que j'ai perdu le plus de temps en fait? C'est le plus de... Ligne 15, mais qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait à la ligne 15? C'est quoi? Je vous dis pas. Mais c'est pas un truc technique. Pardon? C'est quand vous appelez gradient. C'est un truc encore plus prosaïque. Non. Très très prosaïque, très très terre à terre. Le print. Je pense que c'est le print à la ligne 15. Je reviens ici. Bien sûr. Je pense. Ah non? Je pense que c'est la ligne 15 de la fonction. Non. Non. C'est la Si, parce fonction que- descente, il faut compter la ligne 15, donc ça doit être... Ouais, mais après, c'est- Non. c'est- Autre chose s'est passé ici. Non. Regardez, en fait. Ici, il a fait un calcul sur des matrices 1000 fois 1000. Transposer, c'est ultra. Ah oui, selon la représentation des matrices, ça peut être super compliqué. Parce que. Il y a quand même 1 million de valeurs à gérer. Ouais. Et je sais, par exemple, dans R, c'est un array, les matrices. Donc, si tu veux faire une transposée, c'est super chaud. En fait. Oui. Mais j'ai fait très peu d'itérations, moi. Dans l'algo du gradient, j'ai fait que 100 itérations. L'histoire va se compliquer. Si j'augmente le nombre d'itérations, donc regardez. Et ici, après la ligne 23. Donc vous comprenez? Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 nuances de rouge que vous voyez peut-être pas. Jusqu'ici, je suis à la ligne 15 et à partir là, à la ligne 23. La ligne 23, ça consomme aussi. 23, c'est le print. Mais comme je fais très peu d'itérations, donc contrairement à l'intuition, il passe du temps sur print et sur la génération de la matrice. Mais si j'augmente le nombre d'itérations, l'algorithme va avoir beaucoup plus de poids. Parce que je lui donne 10 000 itérations. Ou 1000 itérations pour démarrer. Bon. Oui, toujours. Oui, bon. Je vois aussi la ligne 18. Oui, je lui donne un test d'arrêt plus complexe, plus dur à satisfaire, pour voir la différence. C'est comme ça qu'on travaille. Bon. Ah, j'ai pas rechargé. Je recharge aussi le fichier. Et je redémarre. Bon, alors il faut que je regarde combien d'itérations il a fait. J'enlève le print. Gradient presque 0. Itération. 2 points. Et je mets itère pour voir combien d'itérations il fait. Je suis désolé. Il a fait. J'affiche plus la solution. Et là, ça a changé. Là, c'est à la ligne 24. Ici, ligne 24. Comment vous voyez que c'est lui qui prend plus de temps? C'est cet outil-là, ProfView, qui m'affiche ça. Mais c'est le plus à droite qui prend le plus de temps ou comment ça va? Non. Donc, C'est juste la pile d'appel de la pile. oui, ça c'est tout le programme. C'est la pile d'appel au niveau de l'abscisse. Au niveau de l'abscisse, c'est le temps. Ah, ok. Ah oui, donc plus t'es à droite, plus tu prends le temps. Plus c'est long.
Ah oui, ok, ouais, après, je t'apprends le temps. Ça, c'est tout le temps. Ah oui, pardon. Laissez-moi juste voir combien d'itérations il fait. Ah. Excusez-moi. Ok. Ah, il a fait toutes les itérations. Ok. Il fait toutes les itérations. Excusez-moi. Donc, si je lui donne 1000 itérations, une seconde, 4. J'essaie de trouver un exemple où c'est plus clair tout ça. Enfin, regardez. Excusez-moi. Vous voyez pas la différence, mais donc ça c'est tout le temps tout le temps. Ça c'est je suis dans LiveJL. C'est la ligne 24 qui demande le plus de temps, mais si je vais jusqu'au bout, il y a une petite ligne 25 qui a aussi sa part de marché. Ok. Là, si je monte, qu'est-ce que se passe à la ligne 24? Il arrive dans la fonction getGradient, qui récupère le gradient, qui occupe presque tout le temps. Et si je passe ici, il y a arrayMath.jl. Ça veut dire lorsque je fais le pas à chaque itération, il passe dans des trucs à lui pour travailler avec... Ah oui, parce qu'il multiplie le pas par la ouais. matrice, mais du coup, Ouais, donc ça rentre dans le truc bleu que vous voyez, c'est un truc à lui. Donc je sais pas comment faire les choses, mais voilà, j'essaie ça. Je le fais travailler gratuitement, si tu veux. Pardon, si vous voulez. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça vaut 0, n'est-ce pas? Je lui donne encore un peu plus de travail ici. Vous comprenez? Peut-être ça va être un peu plus clair je m'arrête si ça marche très bien, sinon... pour voir le temps qui va passer. Ouais, pour voir, donc, c'est tac, tac, tac. Et si vous voulez, j'ajoute même G'. Ça fois G' fois G, moi G' fois G. Donc ça c'est du travail inutile. D'accord? Ok, j'enlève ça. J'inclus la chose. Et là, vous avez un truc plus complexe. Ouais, donc là, là, il faut aller. Qu'est-ce que se passe ici? Donc, il y a une nuance de rouge. Ça, c'est ligne 25 qui commence d'ici. Là, c'est 24 et 25, vous voyez? 25. Ici, il appelle un truc à lui, arrayMath. Et ici, la ligne 25 appelle un autre truc à lui. Il a des problèmes à inférer les types. Donc c'est des questions de langage vraiment, c'est pas de l'optimisation convexe. Mais le Julia dit qu'il simplifie toutes les choses. On n'a pas besoin de déclarer le type des variables, mais sachez que ça peut coûter.
parce que ça coûte un peu de temps d'exécution pour inférer les types de ce qu'il a. Donc ici, je suis à la ligne 25. Ici, c'est ligne 24. Où il calcule, il demande le gradient. Ok, donc je fais zoom out. Donc j'étais là, à ligne 25. À la ligne 24. Donc ici, c'est pour inférer le type. À la ligne 25, vous suivez ma souris. Et ici, c'est le calcul du gradient. Et après, il y a des problèmes il a des problèmes, cette fois-ci je ne comprends pas pourquoi, il a des problèmes de type. C'est parce que ça change chaque catégorie. Je sais pas, quelque part il y a eu un embrouille au niveau des types dans sa tête. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça, parce que mais là vous comprenez ce schéma-là. Oui. Donc là, j'aurais pu avoir plusieurs fonctions qui s'enchaînent l'une sur l'autre, comme ça, et on voit où ça passe le plus de temps. Bon, donc du coup, on a fini. Je pense que la descente du gradient, c'est quand même pas plus que ça. Donc, est-ce que vous aurez des questions déjà, parce que je voudrais par la suite passer à la méthode du gradient conjugué. C'est bon?